Rebonjour à toutes et tous, bienvenue à cette table ronde du début de l'après-midi. Donc après le repas, on va essayer d'être un peu dynamique pour pas s'endormir. En tout cas, je voulais juste repréciser pour ceux qui n'étaient pas là ce matin que vous avez des caméras qui nous filment sur la table ronde, mais qu'il n'y a pas d'images qui seront diffusées du public. Il peut y avoir des vues d'ensemble, mais vous ne serez pas identifiables. Donc soyez tranquilles et rassurés de ce côté-là. Et j'en profite pour remercier, je le referai ce soir, toute l'équipe d'Hervé qui s'occupe de cette mise en image, parce que ça va nous permettre de construire notre histoire en relatant tout ce qui s'est passé avec des montages qui vont nous faire assez rapidement. Et ça, c'est précieux. Merci à eux. Voilà, et bien écoutez, je vais commencer par présenter les protagonistes de la table ronde sur le thème des nouveaux modèles du restaurant en lien avec l'hospitalité nécessaire. On a fini les tables rondes de ce matin en faisant le constat de ce qu'était le restaurant et de l'influence de l'agro-industrie sur nos pratiques, sur notre métier. Et évidemment, nous, on a autre chose à raconter. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de déployer lors de cette première table ronde. Donc, pour commencer à ma gauche, Anne-Claire Hérault, qui est hôte du café-restaurant associatif Au Bon Vivre à Yèvre-la-Ville, dans le Loiret. Voilà. Ensuite, François Marquis, artisan cuisinier de collectivité, qui va nous témoigner de la table d'hôte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi avec sa deuxième casquette, puisqu'aujourd'hui, tu travailles en collectivité. Voilà. Et enfin, Prosper Vaner, sociologue salarié de la plateforme coopérative Les Oiseaux de Passage, située à Aix-en-Provence. Finalement, pour démarrer, la question, c'est à quoi ça sert encore un restaurant? Quand on a dépeint ce qu'on a dépeint ce matin, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on va continuer à avoir besoin de ce genre d'endroit si dévoyé? Quel est son rôle dans la cité, mais aussi dans le village, dans le quartier? À quoi sert un restaurant? On est dans un pays qui a perdu énormément aussi de café, de brasseries. Les restaurants, qu'est-ce qu'il en reste? Quel est encore leur rôle dans leur tissu local? Et je ne reviendrai pas sur le monde de compétition et d'individualisme qui nous entoure, mais juste pour repréciser que tout le travail qui a été fait autour du métier de cuisinier nous a obligés à retisser des liens avec des producteurs. Je vois Eric, éleveur d'armoricaine, c'est bien juste, qu'on croise régulièrement. C'est tous ces contacts avec ces éleveurs et ces maraîchers qu'on a pris conscience de ce qui nous entourait et qu'on l'a intégré petit à petit dans notre métier. Et puis il y a une autre dimension et qu'on va aborder là, c'est que notre métier il nous a réappris aussi le contact et la proximité et le besoin de faire avec les autres. Et donc, quand on accueille quelqu'un dans nos restaurants, dans nos réseaux, ça implique aussi une vision ou une ouverture sur le territoire. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, la reconquête culturelle dont on a parlé ce matin, elle passe aussi par des connivences sur le territoire et des liens à retisser. Peut-être que la première chose qu'on pourrait faire, c'est de définir ce que c'est que l'hospitalité, puisque là, on a décidé non pas de repartir sur les techniques ou la pratique de la cuisine, mais plutôt de se questionner sur qu'est-ce que c'est que ce lieu et comment on accueille et qui on accueille. Prosper, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu en es venu à t'intéresser à cette question de l'hospitalité pour qu'on comprenne peut-être un peu de quoi on parle? Ça fonctionne? Vous m'entendez? Donc je vais parler pas des oiseaux de passage en premier, mais d'une autre coopérative dont je suis gérant qui s'appelle Hôtel du Nord dans les quartiers nord de Marseille, qui a été créée il y a 12 ans par des habitants des quartiers nord de Marseille pour offrir l'hospitalité dans ces quartiers. Alors ça venait, quand moi je suis arrivé dans cette histoire, en fait, il y avait déjà depuis longtemps une conservatrice du patrimoine qui travaillait, Christine Breton, elle se nomme, qui travaillait avec les habitants sur la collecte des récits de ces quartiers, les histoires d'immigration, les histoires des luttes sociales, les histoires des fabriques. Et elle était déjà dans une démarche d'hospitalité dans le savoir. C'est-à-dire qu'elle disait, je suis conservatrice et on va produire ensemble les récits de ces quartiers. D'ailleurs, elle a publié des ouvrages qui s'appellent Les récits d'hospitalité d'Hôtel du Nord. Donc c'est comment l'histoire s'écrit aussi collectivement. Donc c'était et en jouant aussi sur le terme hospitalité, hostilité, sachant qu'on était des fois sur des récits de conflits, des récits dissonants. Et moi je suis arrivé à ce moment-là avec Hôtel du Nord, puisque Marseille a gagné le titre de capitale de la culture en 2013.
Et tous ces groupes d'habitants qui travaillaient avec elle sur ces récits ont décidé de dire collectivement on va offrir l'hospitalité dans les quartiers. En fait on a déjà beaucoup de gens qui viennent dans ces quartiers, c'est des quartiers aussi de migration, c'est des quartiers aussi où il y a des zones de travail, c'est des quartiers où on vient se former. Mais là on va offrir l'hospitalité à ceux qui vont venir voir la capitale de la culture et on va leur dire venez dans les quartiers nord de Marseille, venez marcher, venez dormir, venez dans nos lieux, dans nos places, dans nos jardins d'ouvriers. Et vous allez découvrir que ces quartiers ils ont peut-être une autre... ils sont différents de ce que peut raconter la ville ou de ce que peuvent en raconter les médias. Et donc, c'est cette hospitalité-là que moi, j'ai été amené à accompagner. C'est-à-dire, on a commencé sur accueilli chez, parce on a ouvert des chambres, des chambres d'hôtes, des gîtes, mais aussi des fabriques, des usines, découverts avec, à travers des marches, produits par, pour présenter les producteurs, ou racontés par, à travers des ouvrages de personnes qui racontaient. Et donc on a développé ce réseau, aujourd'hui on est 80 dedans, voilà, il y a des chambres, il y a des balades urbaines, on a produit des ouvrages, on fait aussi des créations artistiques, on raconte des cartes, on raconte Marseille, on dit qu'on raconte Marseille par son or. Et je le raconterai après, mais l'hospitalité, moi je me suis retrouvé confronté à l'hospitality. L'hospitality, c'est le nom de l'industrie du tourisme en sciences de gestion, quand on utilise le terme hospitality, et ce qui crée des fois une confusion. Par exemple, le groupe Accor se présente comme le champion de l'hospitalité. Alors du coup, on n'entend pas forcément la même définition par hospitalité, mais on comprend mieux quand on lit et voit qu'en sciences sociales, on parle beaucoup de l'hospitalité, avec cette idée beaucoup avec les réfugiés, avec les migrants, l'accueil. Et par contre, dans l'hospitalité, on est de suite dans des sciences de gestion, dans du management, dans du marketing. Et moi, je me suis retrouvé à avoir des gens qui voulaient donc offrir l'hospitalité chez eux, de façon marchande ou non marchande, à toutes les personnes de passage, et être confronté au secteur du tourisme et à essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, ce que je raconterai après par la suite. Donc j'ai découvert l'hospitalité en accompagnant tout ce processus d'essayer de garder le projet d'hospitalité, mais en rentrant dans les cases qui sont celles du tourisme. Merci Prosper. Au regard de cette définition, enfin de cette première approche, François, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Toi, tu as vécu une forme d'hospitalité particulière, qui était la table d'hôte à Notre-Dame-des-Landes. Et voilà, je voudrais juste que tu puisses témoigner de ce que tu as vécu et de ce que tu en retires de cette forme d'hospitalité. Alors ça remonte un petit peu parce que la table d'hôte de Notre-Dame-des-Landes, c'était de 2014 à 2016. Moi, je suis cuisinier de formation et je suis arrivé par hasard sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes par le biais de paysans, agriculteurs qui étaient, on va dire, partenaires, mais qui étaient impliqués en tout cas dans la lutte. Et donc j'ai découvert ce territoire et tout de suite je me suis dit mais c'est incroyable cette énergie qu'il y a sur place, j'ai envie d'y être. Et par les rencontres etc. sur place, on a fondé un collectif, le collectif des Sans Noms. Et très rapidement j'ai eu envie d'avoir un projet avec d'autres personnes de la ZAD parce que du coup les zadistes occupaient du coup les terres. Mais en fait, il y a eu des projets de mis en place, dont des mises en culture et des projets comme cette table d'hôte, justement. Donc la table d'hôte, c'était une hôte construite par un compagnon charpentier, donc qui faisait plus de 12 mètres de long, donc qui était assez imposante, et qui, lui, l'avait construite dans le but, en fait, de la donner, en tout cas, à la lutte pour du coup, que ce soit mobile et occuper le terrain. Sauf qu'elle n'a jamais trouvé cette utilité parce qu'il fallait la déplacer en tracteur, c'était un petit peu complexe. Et il savait que j'avais cette idée avec une autre personne de la ZAD de mettre en place une table d'hôte pour se retrouver. Parce que la ZAD, c'était aussi une trentaine de lieux de vie différents. Donc il faut imaginer qu'on était tous dispatchés sur le territoire et en fait il y avait besoin de se reconnecter les uns avec les autres, les différents lieux de vie, mais aussi avec les gens de l'extérieur. Donc c'était des comités de soutien, il y en avait je crois une centaine en France à l'époque, c'était impressionnant. Donc, et aussi apporter un autre témoignage que ce que racontaient les médias. Parce que du coup les gens avaient aussi une approche un peu biaisée de ce qui pouvait se passer sur place parce que les médias, on le sait, vont chercher le côté sensationnel. Et je dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais il se passait beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas véhiculées par les médias. Donc nous, on proposait en tout cas 2 fois par semaine de se retrouver dans cette table d'hôte. Donc on invitait
j'ai pris des notes parce que ça remonte un petit peu. On invitait 8 personnes de l'extérieur, donc on pouvait s'inscrire en tout cas sur un petit blog qu'on avait fait ou par mail. Et on invitait aussi au hasard 2 personnes de la ZAD, donc c'était des invitations qui étaient distribuées par un petit journal qui circulait, qui était hebdomadaire sur la ZAD. Et les gens se retrouvaient invités comme ça, donc ça tournait et en fait ça créait des conversations improbables et tout le monde se retrouvait autour d'un repas cuisiné avec évidemment des produits en partie sur place, et les gens pouvaient aussi apporter pour payer à prix libre leur repas en fait des denrées alimentaires qui serviraient ensuite à cuisiner d'autres repas. Merci. Effectivement, alors, ce mélange entre l'extérieur et ceux qui vivaient dans la ZAD a dû être super riche, surtout par rapport au contre-récit, puisqu'il y avait énormément de fantasmes sur ce qui se passait à Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est quand même un lieu où il s'est passé des choses, où ce que vous avez imaginé que pour accueillir l'extérieur a été important aussi pour la lutte. Oui, bien sûr. En fait, on livrait un autre discours. On se dévoilait un petit peu aussi à des gens qu'on connaissait pas et qui voulaient en savoir un peu plus. On créait un espace de conversation qu'on n'avait pas en fait au quotidien sur la ZAD. Très peu de gens osaient venir nous voir sur place. Faut imaginer une zone avec des barricades sur certaines routes ou des chicanes et des choses assez impressionnantes. C'était pas l'idée de bloquer en tout cas les gens de l'extérieur, mais plutôt d'empêcher en tout cas des engins de chantier de démolir des fermes ou des champs ou des forêts. Et du coup là on créait, les personnes en fait n'osaient pas venir nous voir dans nos lieux de vie, ou en tout cas quand elles venaient nous voir dans nos lieux de vie, on n'était pas forcément disponible pour ces personnes, alors que là on crée un espace où justement on était vraiment disponible et on avait envie de raconter ce qu'on faisait, et les personnes en tout cas nous sollicitaient beaucoup sur notre quotidien, et voilà, donc c'était une autre approche effectivement que celle véhiculée par les médias. Merci François. On voit bien à travers vos 2 premiers exemples que de la même manière qu'on a terminé les précédentes tables rondes sur qui est-ce qui décide de ce qui est mangé, vous redéfinissez aussi une autre façon d'accueillir. Et on voit 2 exemples très différents, mais où on re-questionne vraiment les projets des uns et des autres. Et si on a vu ce matin que finalement il y a peu d'endroits où on choisit ce qu'on mange, peut-être qu'on peut recommencer à choisir les endroits où on s'arrête, où on dort, où on mange. Et dans ce cadre-là, Anne-Claire, moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta nouvelle aventure et de la façon dont tu as réfléchi cette question de l'hospitalité, d'autant plus que tu as un statut particulier puisque c'est un restaurant associatif, ce qui change aussi la donne, j'imagine. Oui, donc le café-restaurant associatif Au Bon Vivre, on l'a ouvert du coup en juillet dernier. Et l'idée, c'était de recréer un lieu de vie en fait dans le village, qui est un village de 250 habitants à peu près. Et donc, je pense qu'on avait la volonté de changer un peu les codes de la restauration et du coup que les gens se sentent un peu plus investis dans le lieu. Et non pas des simples clients qui viennent manger. Voilà. Et comment tu fais pour les investir différemment ? On les fait participer un petit peu. Déjà, il est noté qu'on est un café-restaurant associatif, donc je pense que ça pose question pour la majorité des gens. L'idée, c'était que, en fait, il y ait moins la barrière de je suis client ou je suis restaurateur ou restauratrice, et du coup en fait on peut participer en fait au projet. Alors ça c'était un peu l'idée, dans les faits c'est évidemment plus compliqué, mais en tout cas aujourd'hui les personnes qui viennent manger, on leur demande d'aller chercher leur couvert, d'aller chercher leur verre. On les fait participer à une moindre mesure, je pense que c'est pas grand chose, mais déjà on sent que il y a des réactions différentes à chaque fois, mais ça pose un autre cadre qu'un restaurant classique où on est habitué à se faire entièrement servir. On y reviendra tout à l'heure avec justement aussi l'enjeu de l'impact des bénévoles qui viennent aussi près des mains fortes. Je voudrais revenir vers Prosper peut-être, après ce premier tour d'horizon de ce que peut être une autre forme d'hospitalité.
on voit se dessiner quand même entre ce qu'on a dit ce matin et là, qu'il y a peut-être deux façons de s'adresser au public. Tu lisais entre les lignes tout à l'heure, il y a l'industrie qui s'adresse à une forme standardisée et d'autres qui s'adressent plutôt à des gens, à des personnes, à des visiteurs et qui tiennent compte de la personne qui arrive. On a parlé dans la préparation de la table ronde de la notion d'isomorphisme, de comment on colle au standard ou comment on s'en défait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les façons de concevoir l'hébergement ou la restauration? Oui, juste avant sur standard, moi je pense qu'il y a besoin de standard. Et nous on dit qu'on fait une plateforme poétique, donc, parce que les oiseaux de passage c'est une plateforme qui permet à des communautés d'hospitalité de se présenter, donc comme la mienne, Hôtel du Nord. Hein. Si vous allez sur les oiseaux de passage, vous verrez les gens qui accueillent, qui hébergent, chez qui vous pouvez manger, avec qui vous pouvez marcher, mais on dit que c'est une plateforme poétique, c'est-à-dire que la poésie c'est bien un standard, c'est comme la musique, mais ça permet à chacun de s'exprimer. Donc après, c'est pas le refus du standard, mais il y a des formes de standards qui uniformisent, et il y a des formes de standards qui permettent l'expression, et c'est sur ça qu'on travaille aussi. Et du coup, en quoi les formes de standards aujourd'hui de l'industrie du tourisme, je vais raconter rapidement la Chambre Blanche, puisque ce matin, il y a déjà eu une histoire du restaurant, mais je pense que c'est intéressant. Moi, je me suis penché dans le cadre de ma thèse. Pourquoi tous les hôtes d'Hôtel du Nord, quand ils transformaient leur chambre d'amis en chambre pour accueillir, ils faisaient ça en chambre blanche. Ça veut dire qu'on se retrouve avec une chambre, si vous faites défiler Airbnb, toutes les chambres se ressemblent, mais de partout dans le monde. Donc il y avait quelque chose en me disant, c'est pas une contrainte, on nous a pas demandé de faire ça. Et encore là, j'ai visité une chambre il y a 15 jours et la chambre d'amis où j'avais dormi est devenue une chambre blanche. Et la chambre blanche, en fait, a été exposée en 1900 par le Touring Club. Alors le Touring Club, c'était la bourgeoisie, ce qui a été raconté ce matin, qui commençait à faire du tourisme comme l'aristocratie, à vélo, en voiture, et qui, par contre, se retrouvait dans des tavernes, dans des endroits où ils devaient manger à côté d'autres personnes, sans choisir le menu, dans des chambres collectives, etc. Et donc a exposé en 1900 cette chambre blanche qui repose sur 4 critères qui aujourd'hui structurent toute l'industrie du tourisme. Les 4 critères, donc c'est le confort moderne, hein, ça doit être confortable. Et confortable, ça veut dire que ça doit être privatif. Donc plus ça a de la surface privative, plus vous allez monter dans les étoiles. Plus ça doit être aussi hygiénique, c'est tout ce qui est le sans contact, donc on appelait ça aussi la chambre hygiénique, donc ça veut dire que ça doit être lavé tous les jours, hein. Il n'y a que les chambres d'hôtel, je pense qu'on lave tous les jours, on vous refait le lit tous les jours, je ne sais pas qui d'autre a besoin d'avoir ça tous les jours, donc il y a ce rapport à l'hygiène, il y a le rapport aussi à l'équipement, ça doit être équipé, très équipé, plus il y a d'équipement, plus il y a de clim, plus il y a de frigo, plus il y a de choses comme ça, plus vous montez dans les étoiles, et ensuite ça doit être serviable, 24 heures sur 24, on revient à cette idée du service, et quand je pense que je parle de la chambre, c'est la même chose pour le restaurant. Ça veut dire que quand ils ont demandé cette transformation des chambres, ils ont demandé pareil qu'on sépare les tables des restaurants, qu'il y ait du service, qu'ils puissent choisir, que ça soit équipé. On l'a entendu ce matin, cette idée d'équipement. Et ça a eu ensuite, le Touring Club a commencé à dire, ben voilà, nous on n'ira que dans les chambres qui seront des chambres blanches quand on voyagera. Le guide Michelin dit on ne classera que ces chambres-là. Et aujourd'hui, si vous regardez le système de classement en France par étoile, il y a 270 critères, 700 points. C'est que du confort moderne. C'est ça qui est classé. Et si vous allez sur Booking et que vous regardez les 100 items qui vous permettent de filtrer, c'est que du confort moderne. C'est ça. Et la question que ça pose, ça veut dire que c'est dans ça l'isomorphisme. Quand on veut aller sur une plateforme, que nous on est des quartiers nord, qu'on veut se faire connaître, et du coup on est réduit à un lit, un climatiseur, un service. Est-ce qu'on parle l'anglais? Est-ce qu'on a un sèche-cheveux? Et la question qu'on s'est posée, c'est que déjà ça oblige à deux choses. Ça oblige à investir tout le temps. Parce qu'il faut s'équiper, il faut se former, et je l'ai entendu dans la restauration, mais dans les chambres c'est pareil. Ça veut dire que de plus en plus on monte en gamme, et en France il y avait 10% il y a 10 ans des hôtels 4 étoiles qui étaient 4 étoiles, aujourd'hui c'est un quart, et c'est de plus en plus des grands groupes. Quand on n'a plus la capacité d'investir, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans des chaînes, on rentre dans des groupes pour être en capacité de faire cette montée en gamme, donc ça rend dépendant des groupes, mais ça rend aussi dépendant de sa clientèle. Puisque dans un hôtel 4 étoiles, 60%, les 2 tiers de la clientèle est une clientèle internationale. Donc ça veut dire qu'on se rend dépendant aussi d'une clientèle bourgeoise qui a les moyens de payer. Donc mais nous, ce que ça nous a posé, c'est sur ça qu'il fallait qu'on se colle, mais surtout, qu'est-ce que ça cache? Quand vous faites la promotion du privatif, c'est tout ce qui est les espaces communs. Si en fait vous proposez des espaces communs comme les auberges de jeunesse, etc., vous descendez dans les classements. Tout ce qui est contributif, ça a été dit, le fait de mettre la table, de pas demander aux gens d'avoir des services, etc., ça descend. Tout le rapport au vivant, l'hygiène, c'est du sans contact. Vous faites défiler des sites d'hébergement, vous verrez jamais un animal, rarement une plante verte. Tout le rapport au vivant est évacué dedans. Et c'est toute la question de la relation. Et ça, c'est les données calculables, mais surtout, ça évacue tout ce qui sont les données incalculables. Et c'est là où c'est encore
c'est-à-dire tous les récits, toutes les personnalités, toutes les langues locales. C'est des choses que vous ne pouvez pas renseigner dans une plateforme. Dans une plateforme, on vous classe sur le confort, sur le prix et sur la géolocalisation. Et il y a 80% des données qu'on collecte aujourd'hui, ce qu'on appelle des données non calculables. Ça veut dire que c'est des données qu'on ne peut pas se servir pour vous mettre en compétition. Et c'est le son de la voix, c'est le récit de celui qui habite là, c'est le récit de sa maison, c'est le récit de l'endroit où il est, c'est le paysage, etc. C'est des éléments que vous ne pouvez pas rentrer sur une plateforme parce que le seul endroit où on vous permet d'être visible et en compétition, ça va être à nouveau le confort moderne. Donc sur cet isomorphisme, c'est que nous au début on était sur des espaces communs, on était sur du contributif, on était sur des récits, sur des singularités, chaque chambre est complètement différente de l'autre, c'est un accueil différent. Et ben, quand on va sur le site de l'Office du tourisme, sur Booking ou sur Airbnb pour être visible, et ben, on est obligé de s'aligner. Et c'est ce qui amène les gens à faire, à suivre les conseils de Airbnb, à transformer leur chambre d'amis en chambre blanche. Parce que c'est le seul moyen de remonter dans l'algorithme. Et du coup, je pense, moi, ça faisait écho au restaurant, c'est pour ça que j'ai raconté la chambre blanche, avec cette course à l'investissement, à être dans des logiques de comparaison. Et derrière, avec les clients qui nous notent, qui mettent des commentaires, qui sont aussi poussés dans cette logique-là. Et ça pousse, vous avez les questions, qu'est-ce que c'est que l'isomorphisme? C'est ce qui fait que quand vous essayez de faire un projet différent, petit à petit, vous allez glisser, et nous, notre vocabulaire, accueilli chez, au début, on mettait les personnes, et puis après, on a commencé à mettre les lits en premier, parce que c'est les lits. Après, on a mis les mots-clés que que Google repère, parce qu'il faut que vous soyez dans le moteur de recherche. Après, on a mis les services qu'il faut offrir pour monter dans le classement, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on appelle l'isomorphisme. C'est comment, petit à petit, les algorithmes, les règles, les fiscalités vous ramènent vers une forme plus standardisée d'hospitalité. Et voilà, tout le travail pour nous, ça a été on parlait ce matin de l'émancipation, c'est comment on s'émancipe de ça, que ce soit dans l'accueil, dans les chambres et dans les restaurants, etc., et qu'on retrouve une liberté. Et je pense qu'elle cette liberté, elle est aussi sur cette idée de contributif, de commun, de vivant. C'est ça qu'il faut remettre en récit, et aussi de pas forcément suréquiper. C'est une vraie question, moi je pense, et c'est une question que je pose au restaurant. Est-ce que vous avez besoin d'être suréquipé, d'avoir des cuisines suréquipées pour pouvoir nourrir les gens? Est-ce que ça, c'est vraiment... Et c'est la même chose dans une chambre. Est-ce qu'il faut à tout prix qu'il y ait un mini-frigo, une clim, etc. Donc nos chambres, dans nos cas, ne sont pas suréquipées, mais on est sans étoiles et on est tout en bas des algorithmes. Bon, on va y travailler, Prosper. Comment on cuisine sans trop d'équipement. Anne-Claire, je me retourne vers toi parce qu'on est tous influencés de toute façon par les modèles existants, les standards existants. Et toi peut-être particulièrement parce que tu as un autre métier. Tu es photographe aussi et tu as fait le tour de beaucoup de lieux de restauration dans des univers très différents. Ouais. Comment tu as réussi à t'en émanciper ou est-ce que tu as été influencé? Je pense que du coup mon envie de créer un lieu, il a été nourri par tous les autres lieux que j'ai pu visiter. Majoritairement du coup des restaurants, des auberges. Et je pense que j'ai pioché dans chaque projet un peu des éléments que je trouvais chouettes, d'autres, je me disais ça c'est un peu dommage, etc. Mais je pense qu'effectivement j'ai imaginé un lieu que j'avais peut-être jamais vu. Et c'est sûr qu'en le créant, après, on se confronte à plein de choses et qui font qu'effectivement, peut-être, on finit par se brider ou en tout cas, nous, par exemple, c'est ce que je te racontais, Xavier, on demande aux gens de se servir avec tout ce dont on a besoin pour un repas. Il y a juste les assiettes qu'on amène et là on se pose la question de continuer à le faire parce qu'on sent que ça perturbe certaines personnes, on a peur que ce soit peut-être mal vu que entre guillemets il y a un service en moins et peut-être que les gens trouvent que c'est trop cher payé de pas l'avoir. Donc c'est pas évident parce que c'est vrai que on est dans un lieu où on n'est pas, en l'occurrence, on n'est pas des vrais professionnels. Les personnes qui sont dans ce lieu sont majoritairement issues d'autres métiers. Et donc on a une façon de le gérer qui, je pense, est différente. Donc je pense qu'on a une forme d'hospitalité, qui est peut-être un peu atypique. Et des fois ça marche bien et des fois ça marche moins bien. Quand on parle de standardisation, on voit aussi que derrière, il y a la standardisation des comportements dans la façon dont on s'adresse au public qui vient chez nous, la standardisation du bonjour, on en a parlé, de l'attention à l'autre, des codes, même des contrôles sur la façon dont on s'adresse dans les grandes chaînes.
Ce que je trouvais intéressant, c'est ce dont tu nous as parlé. Dans ton cas, il y a des bénévoles qui ne sont pas du métier, justement, Oui. et qui changent complètement le rapport aux gens qui viennent manger. Comment, toi, tu les as observés? Qu'est-ce que tu en as retiré que tu peux nous redire là? Ceux qui sont venus aider, du coup, prêter main forte, ouais. Je pense que, bon, comme tout métier, et avec le quotidien qui s'installe et la difficulté aussi du métier de restaurateur et restauratrice, je pense qu'on perd à un moment donné peut-être un peu cette hospitalité, ou en tout cas, voilà, il y a d'autres contraintes et problématiques qui prennent le dessus. Et ça m'enthousiasme toujours de voir les personnes qui viennent nous aider de façon plus ponctuelle, plus temporaire, et qui ont un peu cette, je sais pas, c'est une espèce de joie du début de l'accueil, de l'hospitalité, qui est chouette, et je trouve des fois qu'on perd un peu, quoi, au fur et à mesure du temps. Et pourtant, ça fait qu'1 an et quelques, mais voilà. Donc c'est intéressant, et ce que j'aime bien aussi, c'est que ces personnes-là, donc soit s'intéressent à ces métiers, soit sont là pour d'autres raisons, et du coup ça leur donne une autre perception. Enfin, je pense que ils voient différemment le métier, par exemple, du service, en l'ayant eux-mêmes vécu une fois. Et je trouve que pour ça, le choix de l'associatif est super, parce qu'en fait, on pourrait pas avoir ce cas de figure dans d'autres structures. Donc en fait, c'est un peu découvrir un métier, voilà, le temps d'une journée, une semaine ou un peu plus. Et je pense que ça apprend la tolérance et la compréhension, et je pense que c'est vraiment bénéfique. Prosper, tu voulais réagir? Je voulais réagir sur s'émanciper aussi du vocabulaire, parce que c'est vrai que si on voit marqué restaurant, et tu l'as dit, il y a marqué restaurant associatif, donc déjà les gens comprennent que c'est un autre imaginaire, et nous il y a eu tout un travail on accueille des passagers, on n'accueille pas des touristes, mais ça nous permet aussi d'accueillir toutes les personnes de passage, mais pas que les touristes. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur le vocabulaire aussi, parce que le vocabulaire induit des imaginaires, et qu'est-ce qu'on attend quand on arrive là? C'est vrai que si on va à un restaurant, on attend quelque chose du restaurant, et que du coup il faut aussi vraiment faire un travail sur s'émanciper aussi de tous ces cadres-là, qui à un moment construisent des imaginaires. Et ce matin on disait c'est le consommateur qui choisit. En fait, c'est ce qu'on discutait, c'est pas vrai. Nous, dans le tourisme, on dit c'est les touristes qui choisissent, ils vont tous au même endroit parce que c'est le marketing qui construit leurs imaginaires de voyage. Et dans la restauration aussi, je pense que l'imaginaire est construit aussi par le marketing. Donc, déconstruire ça, s'émanciper de ça, ça veut dire aussi peut-être pas appeler ça un restaurant associatif. Déjà, ça donne une autre indication. Et je disais, ça me fait penser les deux. Nous, on dit qu'on passe du confort au réconfort, et c'est la question de la relation. Et j'aime beaucoup cet exemple de, en fait, où les gens venaient manger, en fait, c'est parce qu'ils allaient manger avec des gens de la ZAD. C'est la relation qui était au centre, c'est la relation qu'on crée, et c'est la discussion, et c'est la relation qui est au centre. Alors, il y a des gens qui chercheront toujours le confort, hein, mais il y a peut-être des gens qui cherchent le réconfort, et c'est autre chose, ça relève plutôt de la relation. Pour rester dans ce que tu disais, Anne-Claire, sur la répétition aussi du travail, on voit, y compris dans nos restos, moi je l'ai fait aussi dans le dernier restaurant, on finissait par accueillir le client avec une énumération d'une liste de producteurs à qui on faisait confiance, on leur faisait comprendre à quel point c'était important, l'essence de variété population, les races locales. On en était épuisés, 10 minutes devant chaque client pour lui expliquer ce qu'il allait manger, et on savait toujours pas à qui on avait affaire, et finalement qui on était. Et on était peut-être assez éloigné de la relation, justement, à force d'énumération, de légitimer les bonnes pratiques qu'on faisait. Regardez comme on est super bon, super. Voilà, il y avait un exemple ce matin avec Carolina qui expliquait bien que je fais à manger, ils viennent, avec le temps ils me font confiance, mais j'explique pas forcément tout. Je dis pas forcément tout, mais certainement que s'ils reviennent, c'est qu'il y a une relation qui s'est instaurée qui va bien au-delà de ça. Donc c'est aussi ça, le danger, y compris dans nos réseaux, de ne pas s'enfermer dans les habitudes, et puis permettre autre chose que j'ai mangé la viande de chez un tel, le légume de chez un tel. Il y a peut-être d'autres choses aussi qui se passent dans la vie. Voilà. Sur la question des standards, François, aujourd'hui tu travailles dans une collectivité très 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 standardisée, et dans sa conception, dans les normes, mais aussi dans la capacité d'accueil. Comment on imagine l'accueil d'enfants à l'école tous les midis dans un lieu aussi normé, standardisé? C'est possible de faire un peu différent, de s'émanciper du lieu?
Oui, tout à fait. Pour resituer, donc je suis cuisinier dans un restaurant scolaire qui accueille 2 écoles, une publique et une privée. Donc on a à peu près 160 convives par jour, donc de 3 à 10 ans. Et aussi on reçoit tous les 15 jours le club des aînés du village. Donc où là la moyenne d'âge est grimpe un peu plus parce que j'ai eu une centenaire qui s'est mélangée aux enfants du réfectoire. Donc ça, par exemple, ça pour moi, c'est l'hospitalité, c'est aussi de recevoir d'autres types de générations qu'on ne voit pas ou peu, en tout cas, dans les écoles ou sur des temps scolaires. Et, euh, et pour revenir, oui, du coup, à l'aseptisation de la restauration collective. Bon, j'ai la chance d'être dans un bâtiment qui est tout neuf, éco-conçu, donc quand même plutôt chaleureux. Mais c'est vrai que quand on passe du côté de la cuisine, là, effectivement, tout est blanc. On a la salle blanche, mais version cuisine, et suréquipée aussi. Et là, en fait, il faut réussir du coup à réintégrer du vivant dans sa cuisine. Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler dans ce restaurant scolaire, c'est de supprimer, par exemple, les planches en plastique pour la découpe. Je suis repassé sur du bois de hêtre. Voilà, c'est pas grand chose, mais en fait, on peut prouver, en tout cas par des analyses régulières, parce qu'il faut aussi se protéger derrière, que le bois de hêtre, en tout cas, est tout à fait adapté dans de la restauration collective ou pas que, parce que du coup, en restauration traditionnelle, c'est la même chose, il y a du plastique partout. Surtout que l'État aujourd'hui nous demande de supprimer le maximum de plastique. Donc en fait c'est ça, on marche un peu sur la tête. À côté il y a les lois Egalim et Climat et Résilience qui nous demandent la suppression des plastiques. Et après on nous demande voilà, quelque chose d'aseptisé. Mais il faut aussi communiquer sur le fait que d'autres choses sont possibles. Parce que quand je dis que j'ai du bois dans ma cuisine, il y en a beaucoup qui bondissent. Alors qu'en fait c'est beaucoup plus sain qu'une planche en plastique. Et les analyses bactériologiques le prouvent. Voilà, sur tous les légumes aussi, on travaille que des matières brutes. On s'est reconnecté aussi à toute la production locale sur le territoire. J'ai aujourd'hui une quinzaine de producteurs avec qui je suis en direct, avec lesquels on bavarde. Qu'est-ce que tu as la semaine prochaine dans tes récoltes? Ah bah j'ai ça, ah bah tiens, ça va pouvoir passer dans mon menu. Voilà, pour moi, c'est la relation avec les producteurs, elle est hyper importante, en tout cas pour pouvoir proposer quelque chose d'assez intelligent dans un restaurant scolaire. Il y a un autre aspect de l'hospitalité dans ton restaurant scolaire, c'est qu'il faut bien du monde pour les accueillir. Oui. et la relation avec l'enfant. Alors pour le coup, si on veut mettre l'enfant au centre de l'accueil et donc de la relation, il faut qu'il y ait des gens pour les accueillir en nombre et surtout que ça dure. Oui. C'est la plus grande difficulté du type d'établissement. Nous, on est un petit restaurant scolaire et il y a quand même 7 personnes qui interviennent dans le restaurant scolaire pour 160 enfants. Vous allez dire, 7 personnes, c'est énorme. En fait, quand on calcule, il y a 3 temps pleins annualisés, en fait, si on cumule tous les emplois. Donc, il y a énormément d'emplois précaires. Donc, des personnes qui vont avoir 2 coupures par jour, qui vont venir à 7h le matin faire la garderie, qui vont rentrer chez elles à 8h45, qui ensuite vont revenir à 11h30 pour la cantine, vont repartir à 14h, puis vont revenir à la garderie, puis faire du ménage dans les écoles le soir. Donc, une amplitude horaire de dingue. Voilà, des boulots aussi physiquement très difficiles, souvent des femmes qui ont souvent aussi une grosse charge mentale, beaucoup des enfants. C'est pas évident en tout cas et de travailler avec dans ce système. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est la réalité. Des mairies. En tout cas, moi, j'ai pas de poids en tout cas dans la création de postes qui tiennent dans la durée. Donc, redéfinir des postes, éviter les coupures, ça, ce serait des choses qui devraient être rediscutées un peu partout, parce que toutes les mairies, toutes les communes, en fait, font état d'une pénurie de main d'œuvre. On a énormément il y a toujours tous les midis quasiment, on a une personne absente. C'est très régulier. Donc ça, c'est vraiment une difficulté, en tout cas, beaucoup de turnover, reformer systématiquement les personnes, parce qu'en fait, c'est hyper important.
de bien accueillir les enfants, qu'il y ait un visage voilà, identifié. Voilà, on a des enfants de 3 ans qui arrivent en collectivité pour la première fois, qui n'étaient pas passés par de la crèche ou des MAM avant. Donc c'est important en tout cas d'avoir une stabilité dans l'équipe et malheureusement, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Prosper ? Je voulais rajouter que là, cette logique du confort moderne a un coût social et écologique. Et c'est vrai que on l'a dans le tourisme, mais aussi dans la restauration, c'est la grande démission. C'est-à-dire aussi voilà, des gens qui veulent plus travailler dans ce secteur parce que voilà, on vous demande de dire 3 fois le prénom, d'être dans des tenues compliquées, dans des horaires compliqués, de plus en plus en auto-entrepreneur et de moins en moins en étant salarié. Et ça, en tout cas, dans notre secteur, c'est complètement absent. Si vous allez dans tous les réseaux de tourisme durable, éthique, solidaire, la question des conditions de travail n'est pas... Les syndicats ne sont pas autour de la table. Et au niveau écologique, il y a une étude qui vient de sortir, un lit d'une auberge jeunesse, donc là où il y a du commun, du contributif, a un impact 4 fois moindre sur le climat qu'un lit d'hôtel. Ça veut dire qu'aussi ce choix du suréquipement, du privatif, du serviable, etc., a un coût écologique qui est quand même qui est très très fort. Et l'État a verdi le système de classement des hôteliers en avril de l'année dernière. Et qu'est-ce qu'ils ont proposé ? De s'équiper durable, et donc d'emprunter et de faire des économiseurs de douche, etc., etc. Et je pense que dans la restauration, il y a eu le même processus avec l'ADEME, c'est équipez-vous pour être durable, etc. Formez-vous. Voilà, on est toujours dans cette logique de montée en gamme et de suréquipement et socialement aussi d'épuisement et de conditions de travail. Et pour la petite anecdote sur les conditions de travail, vous savez que Macron, quand il était à Marseille, il avait dit « Moi, je traverse la rue et je trouve du boulot sur le Vieux-Port ». Donc les journalistes ont fait le tour du Vieux-Port pour voir si c'était vrai. Bon, ils ont dit que c'était vrai, hein, parce qu'on trouvait du boulot, mais ce qui est intéressant, c'est que quasiment tous les restaurants et bars qui vont autour du Vieux-Port proposaient du boulot, mais en auto-entrepreneur. Ça veut dire que déjà, il y a les femmes de ménage, après le Covid, qui ont été licenciées et qui ont été réembauchées dans tous les hôtels de luxe grâce aux conciergeries. Donc elles ont été ubérisées, mais elles sont au service à la demande. Et apparemment, c'est en train de toucher le secteur de la restauration, où maintenant, ceux qui travaillent sur le Vieux-Port sont en auto-entrepreneur pour faire le service ou la vaisselle. Donc ça parle aussi voilà, des conditions de travail qui se dégradent dans ce secteur. Je peux témoigner effectivement sur le plan de relance dédié à la restauration. C'était essentiellement des équipements, donc on a payé de l'inox et des adaptations et du matériel à tire-larigot. On a réussi tant bien que mal à détourner un petit peu les objets de formation pour intégrer notre conception de la cuisine, mais c'était quand même extrêmement compliqué. Mais par contre, il y a énormément de restaurateurs ont pu s'équiper, se suréquiper en terrasse, pas en parasol chauffant, c'est terminé, mais en solution éco quelque chose, exactement. Et ça a coûté un pognon de fou. Sans contrepartie sociale, à aucun moment. On l'a vu à travers l'exemple d'Hôtel du Nord, quand on arrive sur un territoire, il y a des accueils multiples. Et j'aimerais qu'on termine avant d'échanger sur peut-être concevoir autrement aussi l'accueil qu'à partir de son propre établissement et d'imaginer que quand un visiteur, quel qu'il soit, touriste peut-être, mais aussi stagiaire, travailleur, formateur, parent de malades proche d'un hôpital, il a besoin de peut-être plus qu'un seul lieu. Et comment on peut imaginer ces questions d'hospitalité à plusieurs plutôt que tout seul, puisque nous-mêmes dans nos établissements, on fait référence au territoire, à ce qu'on connaît, à ce qu'on aime, à ce qu'on vit avec les gens, et comment on les amène comment on est amené à concevoir des communautés d'hospitalité plutôt qu'un seul lieu. Et puis, est-ce que ça a quelque chose à... Je repose une question après. Alors oui, sur les oiseaux de plage, la plateforme, en fait, c'est des communautés d'hospitalité qui se présentent. On voulait sortir du B2B, C2C, la consommateur à consommateur, business à business, où on nous met en compétition. Et donc, c'est des communautés qui se présentent et qui accueillent. Et ça change, ça étonne des fois des gens, parce qu'ils peuvent appeler une chambre pour réserver une chambre à Hôtel du Nord, et la personne va discuter avec. Ça aussi, c'est un changement, parce que vous savez que sur les plateformes aujourd'hui, il faut payer et après on peut discuter. Ce qui est quand même, et même dans les restaurants, la réservation automatique, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. C'est pour ça qu'on dit que nous, c'est aussi des plateformes de relations sans relation. Parce qu'en fait, on accueille quelqu'un chez soi avec qui on ne peut pas parler. Mais quand les personnes appellent pour réserver, donc il y a une discussion. Et comme nous, on accueille des passagers, pas des touristes, on va avoir des gens qui vont à l'hôpital Nord, des gens qui sont des aidants, des jeunes qui sont en stage, des services civiques, des réfugiés de la rue d'Aubagne, mais des touristes, des randonneurs. Et donc on discute, et quand on va comprendre leur situation, on va peut-être les orienter dans une autre chambre, parce qu'elle est plus adaptée,
Ou alors je pense en particulier, nous on accueille les aidants, on a fait un partenariat avec l'hôpital Nord pour l'hôpital qui est au milieu des quartiers nord de Marseille, est un hôpital régional, donc il y a des gens qui viennent de loin, qui sont hospitalisés, qui sont accompagnés par des proches, et les proches se retrouvent avec à côté juste un hôtel à carte automatique, et donc on a développé un réseau de chambres d'hôtes autour, mais voilà, les tarifs sont pas les mêmes, les services sont pas les mêmes. Quand c'est des femmes enceintes qui sont accueillies, ça veut dire qu'elles peuvent pas aller manger le soir, il faut avoir des partenariats du coup avec des restaurateurs qui vont peut-être faire traiteurs, qui vont venir les accompagner. On a des bénévoles du quartier qui vont venir leur faire des balades, on a des producteurs, ça veut dire que c'est une communauté qui accueille, et ça change complètement. Les plateformes aujourd'hui ne sont pas construites de façon communautaire, elles sont construites dans je me mets, et on m'appelle, et j'en appelle un autre, et je mets en compétition, et c'est vrai que ça surprend des fois les gens d'avoir une chambre qui est disponible, et la personne va lui dire maintenant il faut mieux aller là parce que c'est plus proche, ou ça correspond mieux, ou même parce que la personne, vu vos centres d'intérêt, vous aurez sûrement une meilleure relation avec cette personne. Mais ça veut dire qu'il y a une relation et qu'il y a une discussion, et que la relation elle commence avant la prestation. Alors qu'aujourd'hui on paye et après on voit la prestation qu'on va avoir. Et aujourd'hui, ni sur les plateformes publiques, Office du tourisme, ni sur les plateformes privées de type Airbnb, Booking, etc., c'est possible. Alors sur Airbnb, il faut payer et après vous pouvez discuter. Mais sur Booking, vous cochez carrément des cases et que ça écrit automatiquement le texte. Je ne sais pas si vous savez, les textes que vous lisez sont écrits automatiquement. Ça veut dire qu'il n'y a même pas la possibilité d'écrire son propre texte. Et nous, on a mis le son de la voix sur notre plateforme, on entend le son de la personne, parce qu'on pense que c'est important, l'accent, la voix, que c'est un élément, ce que je disais, une donnée structurée. Et on s'est posé la question, pourquoi ils l'ont pas fait, parce que c'est une donnée légère qui coûte rien. Mais en fait, avec la voix, vous pouvez donner votre numéro de téléphone. Et en fait, ces plateformes font tout pour que vous ne rentriez pas en contact. Et si vous rentrez en contact, vous donnez votre email, votre numéro de téléphone, sur Airbnb, c'est 6 mois d'exclusion la première fois. Ça veut dire pendant 6 mois, vous sortez de la plateforme, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc il y a vraiment c'est des plateformes qui prennent la relation en main et qui après prennent aussi les historiques d'achat, les fichiers clients. Et du coup, on est juste à la fin, on accueille, on fait la prestation et après, on est noté. Donc refaire de la communauté, ça veut dire faire du lien entre nous et faire du lien avec les personnes. Et c'est pour ça que là, on travaille plutôt sur sur cette notion pour nous de communauté d'hospitalité, mais ça oblige à changer aussi les politiques publiques, etc. Parce que quand on accueille tout le monde, il faudrait qu'autour de l'Office du tourisme, mais aussi les foyers de jeunes travailleurs, les CROUS, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à loger les saisonniers. En ce moment, on n'arrive pas à loger les étudiants. En même temps qu'il y a une montée en gamme dans la restauration et dans l'hébergement des touristes, il y a une descente en gamme de tous les autres. On voit bien, nous en tout cas, moi j'enseigne aussi à l'université, je vois les difficultés qu'ont les élèves à se loger. Donc la communauté, c'est aussi poser collectivement cette question de l'hospitalité. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi à des assises de l'hospitalité pour se dire comment on accueille dignement et on nourrit, on alimente tout le monde dignement. Mais ça veut dire qu'on sait toutes les personnes de passage et qu'on se pose la question de comment on y répond collectivement tout seul. Je pense que on sait que c'est pas des défis qu'on peut relever tout seul sur une destination. Effectivement, au-delà de celui qui est accueilli, qui a à sa disposition plusieurs solutions, il y a tout le travail avant de ceux qui accueillent et de la mise en relation. Je fais un petit aparté sur un travail qu'on a fait avec les éleveurs de races locales au dernier salon de l'agriculture. On a décidé de porter un discours politique en commun, mais aussi de leur faire à manger. Et il a fallu qu'on ait une discussion sur le prix du menu, et qui était complètement différent des habitudes qu'ils avaient, puisqu'ils faisaient eux-mêmes pour la plupart, où ils avaient quelqu'un qui était là bénévolement, gracieusement. Et quand dans la discussion, il a bien fallu, on accueillait dans cette réserve du salon de l'agriculture, mais à plusieurs, et on a enfin eu un espace de discussion sur combien on demande, qu'est-ce que ça coûte de faire à manger, combien de cuisiniers on doit payer pour que la prestation soit réalisée. Et ça, c'était fondamental. Et d'ailleurs, la discussion n'est pas terminée, puisque certains ont estimé que c'était trop cher malgré tout, mais au moins tout le monde a eu le bilan comptable dont Antoine parlait ce matin sous les yeux pour pouvoir décider où est-ce qu'on allait l'an prochain. Et cette communauté, ça commence aussi par ces discussions-là. À quel tarif on le fait? Pourquoi on le fait? Est-ce qu'on peut faire autrement? Et si oui, comment? Est-ce que c'est chacun vient donner un coup de main? On paye plus de cuisiniers, mais chacun vient faire et il y a un coordinateur. Peu importe, les solutions soient trouvées ensemble. Et sur cette question notamment du prix, la constitution du prix, on a parlé avec toi, François, de ce que toi tu as mis en place ou que tu as montré dans la communauté ou sur le territoire, sur comment est constitué un prix pour que tout le monde puisse avoir des éléments de discussion plutôt que d'imposer un tarif à la cantine ou ailleurs. Donc là, on va faire le grand écart parce qu'on va parler du prix libre et après du trésor public. Donc, c'est pas du tout la même chose.
Donc oui, sur la table d'hôte de la ZAD, donc on était squatteurs, donc on n'avait pas de loyer, on avait ça en moins. Donc on pouvait communiquer uniquement sur nos frais donc alimentaires, de gaz et éventuellement d'essence pour aller récupérer des matières premières. Et du coup on invitait donc les gens à participer librement du coup au coût du repas, sachant que l'excédent était reversé à une caisse qui s'appelait Semtazad, où c'est un mouvement de réoccupation des terres agricoles de la ZAD, et qui allait aux différents projets agricoles et à la CUMA aussi de la ZAD, parce que oui, il y a eu une CUMA de créer avec du matériel agricole. Donc voilà, les excédents financiers étaient reversés. Les gens pouvaient aussi participer, comme je le disais tout à l'heure, donc en nature. Je me souviens de quelques anecdotes un peu rigolotes d'un collectif de soutien, comité de soutien pardon, de Guérande, où du coup il y a un paludier qui arrivait avec des sacs monstrueux de fleurs de sel et ou de gros sel, etc. Et du coup on s'est dit bon bah là on en a pour 10 ans clairement, mais vraiment parce que je crois que j'ai gardé un pot et qu'il est toujours pas fini chez moi aujourd'hui. Donc tellement on en avait, donc là pour le coup on en a redistribué à droite à gauche dans les lieux parce que c'était trop. Mais d'autres personnes nous ont apporté aussi de la transfo, donc avaient fait sécher des champignons ou des choses comme ça. Donc bon, évidemment, les gens nous apportaient pas de la viande, voilà, sauf une fois, si un chasseur, un chevreuil. C'est la première fois que je cuisinais du chevreuil. Donc là, pour le coup, voilà. Donc, et pour parler maintenant de la collectivité dans laquelle je travaille aujourd'hui. Donc là, ce qui a été fait, c'est qu'il y a un bulletin municipal qui circule dans les boîtes aux lettres du village. Et la mairie a communiqué sur le coût réel du repas, parce qu'aujourd'hui, le coût facturé aux familles est de 4,70 € par enfant. Voilà, tout le monde paye le même tarif. Il n'y a pas de tarif social, ou pas encore en tout cas. Le coût matière, il est à 1,94 € hors taxe pour 80% de produits bio. Et en fait, la mairie a calculé le coût global, en tout cas, que coûte la restauration scolaire, et on s'approche des 9 € par enfant. Parce qu'en fait, quand on paye la restauration scolaire pour les enfants, on paye aussi l'accompagnement de toute la pause méridienne, donc ça veut dire de la sortie de l'école au retour à l'école. Donc il y a beaucoup de personnel mobilisé, comme je disais tout à l'heure, 7 personnes dans le restaurant scolaire, mais aussi dans la cour ou pour les trajets s'il y a des traversées de route. Donc là, c'était hyper important de faire prendre conscience, en tout cas aux familles, que voilà, le repas a été subventionné à quasiment 50%, et d'ailleurs c'est le cas quasiment partout. Justement, toutes ces informations permettent d'avoir des arguments pour discuter avec les parents, mais pas que, sur le coût du repas, et peut-être redéfinir justement les règles de la constitution du repas. Ces visions-là ne sont pas forcément celles qu'on va prôner dans tous les établissements de l'Alliance des cuisiniers, mais c'est au moins des exemples de ce qu'on doit être amené à repenser, à rediscuter dans nos environnements. À travers ce qui vient d'être dit, Anne-Claire, est-ce que toi t'imagines que tu posais la question justement de jusqu'où on va dans le participatif par rapport à un tarif qui te semble juste, mais peut-être t'es encore mal à l'aise avec ça, mais est-ce que c'est discutable avec les gens qui viennent manger chez toi? Est-ce que c'est envisageable de le discuter et de l'argumenter? C'est vrai que là, ça me donnait presque envie d'essayer de faire prix libre pour voir un peu ce que ça pourrait donner, mais c'est vrai que je pense que pour toute personne du milieu de la restauration, je pense que c'est compliqué l'histoire du prix, parce que ce fameux prix juste, il est tellement... en fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu sur, je pense, le fait d'être en milieu urbain ou rural, le fait d'être fermé une partie de l'année, le fait d'être propriétaire ou non du bâtiment. Donc ouais, c'est un peu sans fin, je trouve, comme question. Et donc nous, on a décidé d'essayer de faire participer les gens. Je pense que c'était et un gain de temps pour nous, et parce qu'on trouvait ça chouette de les faire participer. Et pareil, c'est vrai que cette histoire d'appeler ça un restaurant, j'en avais discuté avec Antoine, et
Et à l'époque, il m'avait dit, je crois, de ne pas appeler ça un restaurant. Et je crois que j'aurais dû ne pas appeler ça un restaurant. Et c'est peut-être encore l'isomorphisme. C'est qu'en fait, pour que les gens comprennent ce qu'on fait et qu'ils identifient le lieu, en fait, je crois que c'était quand même compliqué. Alors, on essaie de mettre le mot lieu de vie aussi dans la phrase pour que ça induise quelque chose de différent, mais c'est pas évident, et la question du prix, on a toujours peur de demander trop aux gens, alors que pourtant je pense qu'on fait vraiment attention et on essaie d'être au plus juste, et puis de toute façon c'est la formule associative, et voilà, l'argent est réinvesti dans l'association, il n'a pas but de capitaliser pour quiconque, donc je sais pas si je réponds. Si, tout à fait. Prosper. Non, je disais, ce qui est important sur l'isomorphisme, et je l'ai dit tout à l'heure sur confort, et nous on l'a vu dans quelque chose qui est complètement différent, on a développé une plateforme internet, les oiseaux de passage. Et la première qu'on a fait, on s'est dit, on va faire une plateforme comme Airbnb, mais plus éthique, plus coopérative, etc. Et en dehors de l'isomorphisme, en fait, c'est qu'on ne peut pas faire de l'isomorphisme. Ça veut dire que si on commence à ressembler, au bout d'un moment, on a des besoins d'investissement qui sont tellement énormes que forcément, nous, on a dû être interopérable avec tous les téléphones qui existaient, tous les systèmes de paiement, tous les systèmes de channel manager qui gèrent les... Et du coup, ça coûtait des coûts de développement, et plus on investissait, ça coûtait du temps, ça coûtait aussi de l'énergie à écrire le cahier des charges, et en plus, ça nous alignait, ça correspondait pas à ce qu'on voulait. Et je trouve que c'est important ce que tu as dit tout à l'heure, là je l'ai noté sur... on essayait de faire la liste de tous les producteurs avec qui on travaille. Ça veut dire c'est toujours pareil, c'est l'isomorphisme nous amène aussi, c'est la logique des labels en fait, à reprendre ce qui existe, à se dire on va le faire de façon plus éthique. Mais en fait, ces systèmes-là sont construits pour qu'on puisse pas les copier de façon indépendante. Et donc c'est vrai que nous, par exemple, sur la plateforme aujourd'hui, les oiseaux de passage, on a décidé d'utiliser le moins de données calculables possible. C'est pour ça que si vous allez dessus, vous avez que des sons, des dessins, des textes, des photos, et il y a juste une indication du tarif, le mail de contact, le nombre de chambres, le nombre de pièces. Ça veut dire qu'il y a très peu de données calculées, mais du coup c'est un coût de développement qui est très faible, c'est un coût d'hébergement qui est très faible, c'est un coût écologique qui est très faible, mais on a été obligé aussi de s'émanciper de ces modèles-là, pas d'essayer de les rendre plus éthiques. Et l'innovation, c'est un piège. Innover, ça veut dire faire du nouveau à partir du dedans. Ça veut dire renouveler, en fait. Et chercher à innover sans s'émanciper des règles, en fait, c'est une espèce un épuisement. Donc, à un moment aussi inventer, ça veut dire aussi inventer des formes à partir d'autres choses, sortir complètement des cadres. Et du coup, je pense que l'associatif aussi, c'est ça. C'est un moment d'essayer de sortir du cadre pour être en capacité d'inventer. Mais c'est compliqué. Nous, par exemple, pour sortir du tourisme à Marseille, on a mis 5 ans à avoir l'hôpital Nord qui était au milieu, et avec 1000 personnes tous les jours qui viennent, et nous on continuait à essayer d'accueillir les touristes dans les quartiers nord de Marseille. Et heureusement qu'il y a des gens de l'hôpital Nord qui sont venus dormir chez nous et nous dire et pourquoi vous ne nous accueillez pas nous aussi quoi. Et là on s'est dit ouais, c'est vrai, pourquoi on les accueille pas. Et c'est là on s'est aperçu qu'en fait on ne pouvait pas les accueillir parce que sur Airbnb ou sur une plateforme qu'on avait développée, il faut mettre une date de début, une date de fin, et quelqu'un qui va à l'hôpital il connaît pas la date de fin. Donc il peut pas réserver à cet endroit-là, puis en plus il va avoir des remboursements, il faut qu'il puisse négocier le prix, il faut qu'il sache qu'il y a un escalier, il faut qu'il sache des infos qui relèvent pas du confort mais du réconfort. Donc ça on les met pas non plus. Donc en fait c'était pas possible. Donc il y a aussi s'obliger à un moment à s'émanciper de ces cadres. Et du coup ça évite aussi la logique d'isomorphisme. Mais l'isomorphisme c'est un double piège. Ça veut dire qu'on ressent mais en plus on n'y arrivera pas. Peut-être terminer avant de vous donner la parole et puis d'échanger sur l'importance que nous on met dans les nouvelles formes d'hospitalité que peuvent être les restaurants. C'est bien parce qu'on a aussi des nouvelles urgences. Aujourd'hui, l'urgence alimentaire, elle est là. Personne ne peut la nier. On a rappelé ce matin l'actualité des Restos du Cœur, mais de bien d'autres. Comment il va falloir juste simplement se nourrir. Et on sait aussi que quand on veut faire accessible avec toutes les valeurs qu'on a, quand on devient pas cher, il y en a un qui n'est pas payé, il y en a toujours un qui se fait avoir, voire deux. Et penser ça uniquement à partir de sa propre expérience, de sa propre entreprise, c'est voué à l'échec, parce que tout seul, on ne peut pas relever ce défi-là, qui est tellement collectif. Et la question de l'hospitalité, c'est justement ça, créer des nouvelles solidarités. Et en tout cas, on invite tous les adhérents ou tous ceux qui nous observent à essayer des nouvelles choses, des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de participer à sa nourriture dans un lieu qui est créé sur un territoire qui ressemblera à aucun autre, mais qui par contre pourra rassembler d'autres acteurs que uniquement le cuisinier ou le restaurateur. Donc voilà un petit peu
le chemin qu'on a envie d'emprunter avec les adhérents de l'Alliance. La plupart des adhérents le font déjà, avec des formes très très diverses en fonction des lieux et des personnalités. Mais c'était aussi une façon pour nous de redonner un petit peu d'air à ce qui a pu être dit ce matin et de dire qu'il y a certainement d'autres choses à faire, mais qu'on n'a pas, nous, tout seuls, la solution. Il va falloir les trouver avec d'autres, avec des élus, avec des associations, avec des éleveurs, des producteurs et des hôteliers. Voilà. Peut-être parler du projet que tu voudrais mener. Alors oui, les oiseaux de passage, en fait, je vous ai dit, c'est une plateforme et on a surtout monté cette coopérative pour faire de la recherche. Et pour faire de la recherche, je vous dis par exemple, nous, donner la catégorie touriste, ça veut dire on n'accueille pas que des touristes, on accueille des aidants, on accueille des... Et ce qui est notre réalité, hein, on accueille des gens réfugiés, on accueille du gratuit, on fait de l'échange de maisons, on fait... dès qu'on sort de ce petit décalage qui est simple, hein, c'est bienvenue à tout le monde, et en fait on est obligé de changer tout le dispositif, le mode de calcul du tarif, les services, on est obligé de sortir. Et je trouvais ça très intéressant, l'exemple du restaurant de ce matin, de dire le client ne va plus choisir le menu. Mais quelque chose de bête comme ça, ce petit changement-là, il est très compliqué derrière. Parce que du coup, quel imaginaire on construit, quel type de réservation on construit, etc. Et c'est sur ça que nous, on a lancé là le dernier programme de recherche, c'était faire une plateforme avec le moins de données possible, le moins de données calculées possible. Là, on a relancé un nouveau programme de recherche sur 2 ans qui va être sur cette question des communautés d'hospitalité. Et l'idée, c'est de travailler avec 3 territoires avec lesquels on va travailler sur justement, si on accueille tout le monde dans les récits, dans les territoires, qu'est-ce qu'il va falloir changer en termes de fiscalité, de règles, d'algorithmes, de présentation, etc. etc. Et c'est vrai que c'était aussi une invitation que dans une de ces communautés, la question de l'alimentation soit posée. Ça veut dire parce que voilà, c'est pas juste faire plus éthique ou plus coopératif, ça change complètement toute la structure, toute la façon d'entrer en relation, toutes les façons de calculer les prix, d'exercer son métier. Mais honnêtement, nous, depuis qu'on est sorti de la catégorie touriste, ça ouvre aussi des potentiels qui sont énormes. Parce que ça veut dire qu'on accueille des gens sur des longues durées. Ça veut dire que quand on accueille que du Airbnb, on est dans du 2 jours, 2 nuitées maximum. Donc on passe son temps à faire des entrées-sorties, à faire du ménage. On est dépendant aussi des crises pandémiques, etc., etc. Là, on est dans des gens qu'on accueille sur des durées beaucoup plus longues. On est dans d'autres formes de relations. On est aussi dans quelque chose d'économique qui n'est pas lié à de la saisonnalité. Donc ça reconstruit complètement le modèle économique. Ça reconstruit aussi complètement le type de service. Et je pense que ça, par contre, il faut pouvoir le faire dans un cadre de recherche, parce que tout seul, on est la tête dans le guidon, et que voilà, c'est pour ça que nous, on s'est doté d'une coopérative, et c'est aussi pour ça qu'il y a l'université qui s'est montée, c'est-à-dire comment on se donne les moyens d'analyser nos pratiques, de les documenter, et après de les faire remonter aux politiques pour changer les cadres, de construire des nouvelles plateformes, de construire des nouvelles règles, et surtout de construire des nouveaux imaginaires. Mais ça demande de faire de la recherche-action et d'être dans une logique aussi collective, et de mettre des universitaires, des cuisiniers, des hôteliers, des voyagistes autour de la table, et collectivement d'essayer de réinventer ce système et pas d'innover. Merci beaucoup. Je vais vous laisser réagir, prolonger la discussion et les interventions. Cynthiana. Donc la question, c'est de savoir si dans le réseau de l'Alliance, il y a des gens qui pratiquent des tarifs progressifs. Oui, ça existe. Alors, je ne connais pas toutes les situations de tout le monde, mais je peux au moins vous parler de la situation de la Casa Consola à Marseille, rue Consola, qui propose 3 tarifs et qui n'ont pas besoin d'être justifiés par qui que ce soit, mais les 3 tarifs sont affichés. Et en fonction de du tarif dont on croit dépendre, on paye. Et je crois que voilà. Donc ça existe. La Casa Consola fonctionne depuis très très longtemps. Je ne sais pas si Arthur et Séverine, vous avez une politique tarifaire dans ce sens-là. Le système des repas suspendus. Ok. Ouais. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile, en tout cas, de pratiquer tout seul. Nous, on pratique des tarifs différents. Mais en fait, ça peut pas être que à nouveau, on vient sur la communauté d'hospitalité. Ça veut dire, par exemple, on fait pas payer le même prix à des gens qui sont hospitalisés. Ce que je disais, aidants. Mais des fois, c'est aussi une question d'équilibre. Quelqu'un qui a accueilli pendant longtemps et psychologiquement aussi longtemps des aidants, des fois, il souffle et il va peut-être basculer plus sur de l'accueil des touristes. Et c'est quelqu'un d'autre de la communauté qui va prendre le relais. Donc, il y a aussi des systèmes collectifs. Et après, c'est aussi tous les tiers de confiance. Il y a des travailleurs sociaux qui travaillent. On travaille, par exemple, on a une convention avec l'hôpital pour accueillir les aidants. Quand c'est des jeunes, on travaille avec les foyers de jeunes travailleurs. Quand c'est les réfugiés, on travaille avec les associations d'accueil de réfugiés. Et du coup, c'est pour ça que ça devient un travail collectif. On n'est pas tout seul à porter l'accompagnement, à comprendre les dispositifs. Parce que quand
c'est un jeune, c'est un contrat de logement. Quand c'est du tourisme, c'est de l'hébergement. C'est pas les mêmes droits, c'est pas les mêmes fiscalités. Il y en a un qui paye la taxe de séjour, l'autre non. Et du coup, c'est que collectivement qu'on peut travailler à ça. Et c'est pour ça que dans les oiseaux de passage, vous retrouvez des foyers de jeunes travailleurs, des crous, des gens dont c'est le métier aussi, à côté des hébergeurs ou d'autres, d'accompagner. Je pense que les restaurateurs pourraient aussi avoir des alliances. Je sais que ça se fait par exemple dans les villages vacances avec tout ce qui est ceux qui font les aides au départ, où c'est ces structures-là qui prennent les aides au départ, et du coup l'hébergeur n'a qu'à accueillir lui à faire son métier. Mais tout seul, sinon, je trouve que c'est compliqué de porter toute cette logique-là et puis aussi de mettre en place des systèmes de contrôle des situations sociales, etc. Donc nous, on s'est plutôt appuyé sur des partenariats où c'est d'autres dont c'est le travail de faire ça, avec qui on collabore. Après, je vois poindre une grosse difficulté pour notre métier qui est depuis toujours, qu'on combat depuis toujours dans la restauration, c'est que pour imaginer du collectif, il faut du temps dédié au collectif. Et Dieu sait si nos métiers sont chronophages et on milite pour qu'ils ne le soient pas. Et on est des indécrottables accros au travail, à part ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont laissé tomber leur établissement, mais on sait que c'est pas si facile que ça, que les équilibres sont toujours très précaires, et que ça demande là encore la disponibilité et de l'attention, mais aussi des moyens considérables dans des métiers qui n'en ont pas. Donc là, on fera le lien avec peut-être la table ronde d'après qui va justement parler des changements de règles du jeu pour peut-être avoir du temps pour autre chose. Oui, c'est ça. Quand je disais communauté, ça veut dire que nous, on milite, par exemple, des assises de l'hospitalité et que l'Office du tourisme se transforme. Ça veut dire que ça soit dans ses missions, pas que d'aller chercher, de faire venir les Chinois, les Américains, mais que la taxe de séjour, elle serve à faire ça. Ça veut dire que ça soit eux, dans leur mission, d'un seul coup, ils soient sur l'accès aux vacances pour tous, sur l'accueil de toutes les personnes de passage, etc. Donc on change aussi les politiques publiques. C'est là où je disais, c'est pas à nous tout seuls de porter ça. Parce que comme tu dis, on n'a pas le temps, même nous les hébergeurs. C'est l'hôpital Nord qui est venu visiter chacune des chambres, qui envoie les personnes. On a un numéro, s'il y a le moindre souci, ils appellent, ils viennent 24 heures sur 24. C'est eux qui amènent les femmes enceintes qui viennent les rechercher, par exemple. Donc il y a une logique où normalement, c'est pas un poids en plus pour la personne qui accueille. C'est là où on peut agir en tant que communauté. Mais c'est vrai que ça demande à collectivement faire changer le dispositif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu crois que des offices de tourisme peuvent changer de logiciel ? Alors, je crois, ADN Tourisme, qui est le réseau national des offices du tourisme, s'est réuni il y a 2 ans et cette année, de leur deuxième rencontre nationale, ils l'ont fait sur l'hospitalité et ils nous ont demandé de l'organiser avec eux. Donc, il y a des endroits. Mais je ne pense pas que c'est parce que ce qu'on dit, ça les intéresse. C'est parce qu'aujourd'hui, si vous lisez les journaux, je veux dire, la crise de l'accueil, elle est forte en ce moment. À Paris, là, avec les Jeux Olympiques, il y a 50 000 personnes chaque nuit qui sont mises à l'abri dans des hôtels. Les hôtels sont en train de résilier toutes les conventions. Qu'est-ce qu'on va faire ? On est en train de sortir les étudiants des chambres de CTU pour accueillir les équipes sportives. Donc, de plus en plus de territoires ont du mal à gérer parce que, en même temps que les touristes augmentent, toutes les autres personnes de passage augmentent. Les apprentis, il y en a 400 000 aujourd'hui. L'État a annoncé que ce sera 1 million. Il va bien falloir les loger. Et les apprentis, ça veut dire aussi les artisans, transmettre leur métier, etc., etc. Donc je pense qu'ils se mettent à l'hospitalité aussi, parce qu'aujourd'hui ça devient une problématique. Et le changement climatique va aussi être en train de l'accélérer, parce qu'il y a tous ceux qui sont en train de s'acheter des résidences secondaires. C'est en pleine explosion, même à Marseille, ils ont été multipliés par 2. Et en même temps, il y a tous ceux qui vont devoir bouger à cause du climat, qui ne vont pas avoir le choix. Donc je veux dire, ne pas se poser la question aujourd'hui, de toute façon, il suffit de lire les journaux pour voir que c'est de plus en plus compliqué d'accueillir aujourd'hui sur des villes ou sur même des territoires de campagne. D'autres réactions ? Oui. Donc la question porte sur l'impact des territoires zéro chômeur sur la réflexion de l'alimentation. Moi, j'ai pas de retour d'expérience de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, on n'est pas en contact avec ces dispositifs, en tout cas en tant qu'association. Par contre, vas-y, Arthur. Pour résumer, je ne voudrais pas dénaturer ce que tu viens de dire, mais donc la question des tarifs progressifs, vous l'avez expérimenté, mais avec le temps, il y a eu une dénaturation de la relation. En fait, en tout cas, il y a eu un changement de relation où l'exigence a été au-delà de la générosité ou de l'envie de faire partager votre lieu. Effectivement, ça repose la question, comme tu dis, de la compréhension de ce qu'il y a derrière le prix et pourquoi on fait un prix ou pas. Ça revient à la question aussi de l'argumentation, de comment on comprend le prix, comment il est constitué et est-ce qu'on a tous les mêmes éléments. Ouais, par exemple, sur le prix libre, en fait, il y a plein de types de prix libre pratiqués. Je sais que si on marque juste prix libre, généralement, ça marche pas très bien.
Ce qui se développe de plus en plus, c'est le prix libre et conscient, donc qui va avec de l'affichage complémentaire. Moi, je prends l'exemple, là, pour le coup, d'une recyclerie de matériaux qui est sur Saint-Nicolas-de-Redon et qui a un espèce de, on va dire, de jauge, en tout cas, de la santé économique de la structure. Donc, c'est une association. Et du coup, si voilà, le curseur est dans le rouge ou le orange, on a envie, en tout cas, de mettre un peu plus d'argent qu'on en aurait mis, en tout cas, pour aller acheter un sachet de vis ou un sac de ciment, quoi. C'est plein de petites choses comme ça qui se développent. On en voit voilà, de plus en plus. C'est pas mal ça, feu rouge, orange, vert, en fonction de la santé de l'entreprise. C'était juste pour dire sur Casa Consola, puisque je crois qu'il est pas là. Ce que je trouve intéressant dans le lieu, c'est la mixité de personnes qu'on retrouve. Ça veut dire qu'il n'a pas que l'affichage du prix. Je pense que lui aussi, il a travaillé à créer une communauté autour qui fait qu'il y a différentes personnes qui viennent dans ce lieu. Et c'est aussi un des motifs à aller dans le lieu. C'est pas que ce qu'on y mange, mais c'est aussi le fait qu'il y a, voilà, c'est rare dans un restaurant d'avoir une diversité souvent de types de personnes qui sont dans le lieu. Et ça, c'est, en tout cas, à Casa Consola, ça marche. Donc ça aurait été intéressant d'avoir son retour sur comment il a construit un lieu où tous les gens se sentent bien accueillis et bienvenus et vont s'installer. Il ne suffit pas juste du prix avec les différences et des retours que j'avais eus où des fois c'est affiché, mais c'est plus, on va dire, une valeur symbolique qu'une réalité. Il y a d'autres lieux à Marseille qui pratiquent des prix comme ça et dans les gens qui sont à l'intérieur, on voit bien que en fait, c'est juste affiché symboliquement, mais ce n'est pas une réalité dans la pratique. Pour compléter ce que tu dis sur la Casa Consola, donc Manu, il est en cuisine là. Donc pour aller le voir, il n'aime pas beaucoup parler en public, mais en tête à tête, il est intarissable. Donc tu pourras aller le voir, Cynthiana. Petite précision sur ce qu'il fait. Au-delà du lieu même et de la diversité des gens qui viennent manger chez lui, il a une façon d'acheter qui est redoutable et qui fait communauté aussi. Il va au marché avec 100 € en poche, je crois que c'est à la Plaine, et il revient avec les légumes pour la semaine. Et ça, c'est possible. Demain, j'y vais, ça marche pas pour moi, hein, parce qu'il me voit arriver. Par contre, il a accoutumé les producteurs avec lesquels il travaille à ce qu'il fait. Il leur a expliqué ce qu'il fait. Donc tout le monde sait qui est Manu, pourquoi il fait ça et qui vient manger chez lui. Et en ça même, il fait déjà communauté. Et je vous garantis il refuse des légumes qu'on lui donne qui sont pas assez qualitatifs pour lui. Ça lui pose aucun problème. Et tout le monde le sait. Donc il a voilà, la communauté, elle est aussi constituée de la façon dont il peut acheter aujourd'hui. Mais c'est plus de 15 ans de travail derrière. Mais voilà. Donc tu parles de l'expérience des cantines des femmes battantes, c'est juste, et de la création d'un outil collectif d'émancipation. Alors pour répondre à ta question, je pense qu'il y a beaucoup d'adhérents de l'Alliance qui ont envie de s'investir dans ce style de projet. Tu pourras te mettre en relation avec Patrice du UPIC parce qu'il est question de créer une cantine partagée et qui justement est un prétexte aussi à développer d'autres choses, mais aussi à former, à reconnaître la compétence. On appelle ça des validations des acquis, mais on peut très bien effectivement passer par là et c'est pas plus compliqué de valider des acquis de quelqu'un qui a de l'appétit pour ce métier-là et peut s'en émanciper ou s'émanciper de sa situation que de délivrer un diplôme. C'est pas beaucoup plus compliqué. Et effectivement, on a un projet sur Quimper aussi de créer à côté de la cantine, à côté du centre de formation, un outil partagé qui pourrait servir à des publics qui ont juste besoin de se nourrir ou juste besoin d'avoir un prétexte pour se rencontrer. Et après, on déroule effectivement la plot de tous les sujets annexes. Et là, il y a besoin de liens. On n'est que cuisinier ou restaurateur. À un moment donné, on peut avoir un appétit pour le travail social. C'est aussi un autre métier. Et il y a besoin de nouvelles connexions. Donc oui, il y a des adhérents dans l'Alliance qui se posent des questions, qui n'ont pas trouvé le modèle non plus. Mais ça serait important de se rapprocher. Ouais. Merci. Augustine, tu voulais dire quelque chose? C'est bon. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce moment d'attention après le repas. Vous avez tenu le coup, c'est bon, bravo, nous aussi. On se prend une petite pause et on terminera par la table ronde. Pour le coup, on va essayer de vous expliquer ce que nous on aimerait comme changement de règle du jeu pour pouvoir vivre autrement ou expérimenter autre chose avec des nouveaux publics. Et que finalement, là on a beaucoup parlé du restaurant, mais le métier en lui-même de cuisinier, il a de multiples facettes, il a de multiples façons
de rendre service ou d'être au service du public, de réinventer le service public à travers l'alimentation peut-être. Donc on se retrouve tout à l'heure d'ici 10-15 minutes. Merci à vous.